de deux manières. D'une part, je me suis engagé dans la milice cubaine, qui était destinée à protéger la révolution cubaine contre une éventuelle invasion, une nouvelle invasion des mercenaires américains, et d'autre part aussi dans ce qui était le travail volontaire dans le milieu agricole. Hein. On allait couper la canne ou semer du café, tout en travaillant évidemment sur l'organisation de l'espace urbain dans la capitale. Mais à un moment, tu t'es retrouvé emprisonné. Et puis Oui, au bout de 5 ans, peu à peu, je me suis aperçu que les anciens guérilleros, véritablement révolutionnaires, une fois installés au pouvoir, nombre d'entre eux, et nombre de ceux qui les avaient suivis par la suite, tendaient à former une nouvelle classe dirigeante, mais en plus avec des privilèges, et que réapparaissaient des inégalités de type, on pourrait dire, classique, sauf qu'à l'époque, la propriété n'était pas privée, elle était d'État. Mais la question est, non pas de savoir si l'État contrôle ou pas l'économie, c'est de savoir qui contrôle l'État. En l'occurrence, la banque, ça n'était pas... Non, ça n'était... Qui contrôlait l'État? Non, c'était les gens au pouvoir. Hein, c'était les anciens révolutionnaires qui étaient devenus des bureaucrates et des dirigeants qui échappaient véritablement au contrôle populaire. Mais là, ça nous amène qui contrôle l'État en France aussi, peut-être maintenant. Oui, qui contrôle l'État en France, comme dans tous les pays capitalistes. D'ailleurs, contrôler l'État, c'est peut-être un mot sur lequel il faut revenir. Parce que, est-ce qu'il contrôle l'État ou est-ce que c'est l'État qui contrôle? C'est pas la même chose. Donc l'État est l'émanation, on le sait, institutionnelle du pouvoir des capitalistes sous leurs différentes formes, qu'ils soient financiers et bancaires, qu'ils soient industriels, qu'ils soient même du capitalisme médiatique, qu'on peut dire aussi. Tout le monde sait aujourd'hui, c'est devenu un lieu commun, que les médias dominants sont contrôlés par 9 ou 10 milliardaires. Aujourd'hui, tu voulais, toi, te positionner par rapport au wokisme, LGBTisme, cancel culture, vegan, décolonial, l'écologie, enfin tout ce qui nous est balancé en fait, pour éviter de parler de la... Tout ce qui fait diversion par rapport au problème fondamental qui n'est pas réglé et qui ne peut pas être réglé dans le cadre du capitalisme, à savoir la question des inégalités qui sont inhérentes à une société de classe, où il y a des exploiteurs et des exploités, des dominants et des dominés. Et maintenant on fait diversion, on laisse de côté la question sociale des inégalités et des moyens de mettre fin à l'inégalité au profit de nouvelles préoccupations concernant le mode de vie, l'art de vivre, les rapports interindividuels, les modes, et donc c'est formidable. Tant qu'on s'occupe de cela, on ne s'occupe pas de la question principale, celle de l'inégalité sociale. C'est-à-dire on peut voir des gens très riches, des gens qui profitent de la société capitaliste, mais qui sont à la fois, par exemple, contre le racialisme, c'est-à-dire pas contre le racisme. Simplement, ils mettent en avant la différence des races pour dire la question principale, c'est les Noirs sont victimes des Blancs. Bon, le suprématisme blanc, comme on dit si bien. Bon, on s'aperçoit qu'on peut faire carrière sur ce mode-là. Hein. Obama, quand il est arrivé au pouvoir, tout le monde a dit « Ah, c'est formidable, les États-Unis, traditionnellement racistes, acceptent d'avoir un mulâtre comme président. » Manque de peau, Obama a fait la politique ultra néolibérale de ses prédécesseurs, celle de Clinton ou celle d'autres individus du Parti démocrate. Je veux dire, c'est faire diversion, c'est-à-dire qu'on déplace l'intérêt, on déplace le projecteur pour mettre dans l'obscurité, mettre entre parenthèses l'inégalité sociale qui est liée à l'exploitation capitaliste au profit de discriminations qui peuvent exister, effectivement, basées sur la différence de genre ou sexuelle, basées sur la différence de race, alors on va très loin maintenant, on va s'occuper maintenant de l'âge aussi. Hein. Il y a ce qu'on appelle l'âgisme. L'âgisme, c'est de critiquer les vieux. Il y a le jeunisme, c'est soit de critiquer les jeunes, soit de les célébrer parce qu'ils sont jeunes. Alors pourquoi on a appelé ça wokisme? Alors tout ça vient des États-Unis. Woke, ça vient de awake, être éveillé.
s'est éveillé aux nouvelles discriminations. Mais on s'endort par rapport à l'inégalité fondamentale qui est l'inégalité de classe, l'inégalité matérielle qui est liée à la place dans les rapports de production capitalistes. Alors, comme nos journées, donc 24 heures, et qu'on a un temps de cerveau disponible qui est forcément limité, c'est occuper ce temps de cerveau disponible par la pub, la société du spectacle, le divertissement. Et les faux débats que ça engendre. Et ces faux débats, et ces nouveaux faux débats, Ouais. pour que finalement on soit complètement, on ait le cerveau lavé et qu'on n'ait même plus la conscience de la domination par Par la classe dirigeante. Politiquement dirigeante et socialement dominante. par l'oligarchie. Oui, si on veut. Comme tout. Mais les oligarchies existaient avant. Il y avait d'autres formes d'oligarchie, y compris la société romaine ou grecque, sans parler du Moyen-Âge, avec la noblesse. Mais alors, elle vient d'où cette pensée Alors, woke, comme son nom l'indique, woke, hein, je l'ai dit, je viens de le dire, qui veut dire éveillé, ça vient des États-Unis, ça vient de certaines universités américaines, principalement les départements de philosophie et de sciences dites sociales. Ils ne s'occupent pas de questions sociales, si, sociétales, oui, sociales, ils ne s'en occupent pas beaucoup. Il y a une minorité, effectivement, de gens encore influencés par le marxisme. Mais la majeure partie des questions dites sociales aux États-Unis sont des questions du genre. Alors on va parler des nouvelles formes de discrimination qui s'enchevêtrent. Et c'est pour ça qu'on appelle ça l'intersectionnalité. C'est-à-dire on divise, on répartit les discriminations en fonction de critères dont la plupart n'ont rien à voir avec le capitalisme. Hein, critères de race, critères de genre, de sexe, critères d'âge, critères de goût aussi, culturels, et on amuse la galerie avec ça. ou d'alimentation comme le véganisme. Oui, alors en plus, oui, alors on a... ce qu'il faut signaler, c'est que en dehors de l'aspect diversion qui permet d'effacer, si on peut dire, la question sociale, il y a aussi, comme avantage, ça ouvre d'énormes marchés. Quand on est homo, on doit suivre certaines modes. Il faut s'habiller d'une certaine manière, se coiffer d'une certaine manière, aller dans certains lieux, pour écouter de la musique, etc. C'est-à-dire qu'il y a un énorme marché de la diversité. Il y a un marché. Un certain type de féminisme pour montrer qu'on est transgenre, il faut là aussi se vêtir d'une certaine façon. Il faut aller dans certains lieux. Pareil, à Paris, vous avez des lieux où les gens qui ne sont pas homo ne peuvent pas mettre les pieds. Mais alors, est-ce que tu es en train de dire que bientôt, il y aura des frigidaires ou des tables de cuisson spéciales trans, spéciales vegan, spéciales... On pourrait dire que oui, quand inclusif, on voit des personnages caricaturaux comme Sandrine Rousseau qui dit que les gens qui ne sont pas véganes, ce sont des machos, hein, c'est-à-dire des virilistes qui sont pour la domination masculine. Là, on est dans la caricature, mais cette caricature n'est que le point d'aboutissement logique de ces nouvelles formes d'être différent, parce que c'est aussi une grande préoccupation. Il faut être différent. Il faut affirmer son originalité. Il faut être victime aussi, c'est important. Victime, c'est toujours victimaire. Là, on peut en parler. Là j'ai sur ma table un livre que je ne saurais trop recommander, Le piège identitaire, sous-titre L'effacement de la question sociale. Attends, traduit. montre là. Je le montre, voilà. Ah, alors attends. Il a été traduit il y a dessus. presque 2 ans. Alors, Le piège identitaire de Daniel Bernabé, Voilà. aux éditions L'Échappée. L'Échappée. Traduit de l'espagnol en Espagne. Ce livre, on en est à la 9e édition. Il a un autre titre, c'est le piège de la diversité. Là, c'est le piège de l'identité. Mais le piège de l'identité, c'est quoi? On se montre, on a une identité particulière qui nous rend différents des autres. Et c'est ça qui est fondamental, c'est que, mais on va y arriver, dans certaines couches sociales, le souci de se démarquer de la majorité. Montrer qu'on est différent, qu'on sort du lot commun. C'est très intéressant
parce que ça flatte le narcissisme ce qu'on appelle des petites différences. Les différences de classe, on n'en parle pas. Mais les différences de genre, les différences de race, ça, on ne parle que de ça. Et là, ce livre, donc, son sous-titre est très bon. Alors, je montre là, pour ceux qui parlent espagnol, c'est le même auteur. Et le sous-titre, c'est comment le néolibéralisme a fragmenté l'identité de la classe travailleuse. Il faut dire une chose, ces livres, bien entendu, ne s'adressent qu'à des gens de la classe, on va y arriver dans la deuxième partie, ne concernent et ne sont lus que par la classe qui joue cette carte de la diversité, à savoir la petite bourgeoisie intellectuelle. Les ouvriers, les employés, les travailleurs manuels n'iront jamais lire ces bouquins. C'est évident. J'en recommande un autre qui a été traduit en français. Le voilà, vous voyez le titre. Alors, ça vient des États-Unis. Ça vient des États-Unis, une chercheuse et un chercheur. Et c'est, là aussi, c'est montrer comment les ravages causés dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche par, et je cite, l'importation de ces fumisteries identitaires et intersectionnelles, décoloniales et racialistes. C'est un pamphlet, mais extrêmement bien argumenté, par des gens qui connaissent très bien ce milieu, ils en font partie. Simplement, ils ne sont pas solidaires des errements de leur propre classe. Quand tu dis errements, c'est peut-être tout simplement, ils sont mandatés, ils sont payés par l'oligarchie, le système. C'est pas aussi simple que ça. Il est bien évident qu'on encourage en haut lieu, à la fois de manière publique, par l'organisation de l'enseignement, c'est-à-dire faire en sorte qu'on favorise, évidemment, sur le plan des contrats de recherche, par exemple, sur le plan de l'édition, tous ces courants intersectionnalistes, ces courants woke, comme on dit, de gens soi-disant éveillés, par des moyens publics et privés. Effectivement, il y a des fondations d'origine privée qui financent des études, des enquêtes, des voyages, des colloques. L'Open Society, peut-être? Voilà, alors on peut prendre l'exemple de l'Open Society de George Soros. Qui finance aussi la Ligue des droits de l'homme en France. Mais qui finance l'organisation ATTAC, contre les transactions financières. Un autre capitalisme est possible. Oui, un autre repas en rose. Le thème, c'est ça, c'est-à-dire, quand ils disent, et je l'ai déjà dit, me semble-t-il, dans une autre vidéo, quand ils disent un autre monde est possible, faut traduire. Un autre monde capitaliste est possible, mais pas un monde autre que capitaliste. Ça arrive parce que... C'est un constat, là. C'est un constat, mais parce qu'il y a des mouvements très importants comme la fragmentation des producteurs, des différents producteurs. Et on arrive aux explications. Voilà, mais il y a eu l'effacement de leur représentativité, de ces producteurs, tant au niveau politique, syndical, associatif. Les gars qui produisent, les filles qui produisent, non, c'est les petits bourgeois qui parlent à leur place. C'est le phénomène, un double phénomène. D'un côté, il y a l'effacement des classes populaires sur le plan, je dirais, politique, au sens large ou syndical. Il n'y a plus les grandes organisations ouvrières, les partis, les syndicats, des associations qui permettaient une certaine auto-organisation, même s'il y a eu des dérives bureaucratiques que l'on sait, qui permettait à cette classe d'exister socialement, j'allais dire, outre son existence physique dans la division capitaliste du travail, elle avait une existence politique, une existence idéologique. Les transformations du capitalisme ont donné lieu, effectivement, à une dispersion, à une fragmentation de ces classes dominées. Non seulement les ouvriers, mais aussi les employés. Il y a eu de moins en moins d'ouvriers dans les pays développés et de plus en plus d'employés, mais qui étaient des prolétaires aussi. Hein. Pareil, avec un travail manuel, mécanique, qui ne demandait pas d'avoir le bac pour le réaliser. Ce premier phénomène a été la dispersion, l'affaiblissement de ce qu'on appelait le mouvement ouvrier. Il est devenu de plus en plus minoritaire et stagnant. Et puis il y a l'autre phénomène, c'est la montée en puissance d'une nouvelle classe,
à laquelle j'ai fait allusion, c'est la petite bourgeoisie intellectuelle. C'est une classe intermédiaire, une classe médiane, une classe médiatrice entre le prolétariat, ouvrier ou employé, et la bourgeoisie, qu'elle soit financière, industrielle ou autre, marchande, etc. Cette classe montante, alors je dois dire simplement 2 mots sur ce qu'on appelait traditionnellement petits bourgeois, c'était autre chose. Les petits bourgeois, c'était ce qui restait de ce qu'on appelle la petite production marchande. C'était les artisans, les commerçants, les petits paysans, les professions libérales traditionnelles, qui existent toujours, parasitaires, hein, du genre les notaires, les avoués, les avocats, tout ça. Mais la nouvelle petite bourgeoisie, c'est celle qui s'est développée avec la modernisation du capitalisme, la technologisation du capitalisme, ingénieurs, cadres, enseignants, chercheurs, créateurs en tout genre, y compris dans les milieux artistiques, les médias. C'est cette classe-là qu'on appelle la petite bourgeoisie intellectuelle. Parce que ces ressources, ce sont celles que leur valent leur diplôme, que leur valent leur consommation culturelle, et également ce qu'on appelle les ressources liées au carnet d'adresses, c'est-à-dire les fréquentations qu'ils ont. C'est-à-dire c'est une classe qui est extrêmement soudée. Hein, bon, il y en a qui disent, somme toute, cette nouvelle classe intermédiaire, c'est le capital, comment dirais-je, le capital social, mais au sens des relations. On dit relationnel. Ils ont des relations qui leur permettent aussi d'être solidaires entre eux, d'être aidés par l'État, d'être aidés par les capitalistes privés. C'est ce qu'on appelle, certains sociologues, le capital relationnel, qui s'ajoute au capital culturel, hein, les connaissances liées à un certain type de consommation culturelle, et d'abord le capital scolaire. C'est les bacs plus, si vous préférez. Et eux se mettent après un intermédiaire. C'est un intermédiaire entre les deux. C'est les relais de la domination. Pour que la société capitaliste se reproduise, il faut cette classe-là. Dans l'enseignement, dans la recherche, dans l'ouverture de nouveaux marchés, etc. C'est pas les capitalistes privés, c'est pas Bernard Arnault. Bernard Arnault embauche effectivement des gens de cette classe pour créer de nouvelles modes, pour créer de nouveaux moyens publicitaires, pour créer de nouveaux liens avec différents secteurs, mettons sportifs, mettons même humanitaires. Il faut savoir que les ONG, les soi-disant organisations non gouvernementales, sont en majorité des organisations paragouvernementales. On parlait tout à l'heure de Soros, mais il y en a d'autres. Hein. Que faire? Que faire? Déjà, oui, alors là c'est... Oui, alors c'est toujours l'éternelle question qui avait été, comme tout le monde le sait, du moins à gauche, la célèbre question de Lénine. Moi, pour l'instant, surtout au vu des expériences passées, de tentatives avortées, ou qui ont dégénéré, pour créer un monde nouveau, non capitaliste, on est obligé d'être beaucoup plus prudent qu'avant, on fournissait clé en main des modèles de société idéale, de société parfaite, où la pauvreté aurait disparu, les inégalités auraient disparu, où ce serait finalement embrassons-nous Folleville, vous voyez, avec l'idéologie qui va avec, celle du bien commun et de l'intérêt général qu'on enseigne dans les écoles de sciences politiques et dans les facs de droit. On s'est aperçu que, avant de savoir que faire, ou en même temps que savoir que faire, il y a un préalable. C'est savoir qu'est-ce que l'on ne doit pas faire pour ne pas tomber dans les erreurs, les déviations, les déformations qu'ont connues les pays et les régimes ou les partis dits communistes ou socialistes. Alors, pour moi, ne pas faire, il y a plusieurs choses. Hein. Pour moi et d'autres, hein, je ne suis pas le détenteur unique qui monopoliserait, somme toute, les connaissances ou les hypothèses concernant ce qu'il ne faut pas faire. La première condition, pour moi, c'est de ne surtout pas faire confiance à ce qu'on appelle la démocratie représentative.
on entend sans arrêt encore « nous vivons en démocratie ». Nous sommes tous en démocratie, nos valeurs sont démocratiques. En ce moment, avec la guerre en Ukraine, ça redouble. C'est-à-dire, le peuple n'est pas au pouvoir. Dans une démocratie que l'on qualifiait jadis de bourgeoise, le peuple délégué via l'élection son pouvoir, fictif, je dirais, a des représentants. Ces représentants, eux-mêmes, se sont avérés avec le développement du capitalisme de plus en plus dépendants des véritables puissances, pour vous différencier pouvoir politique et puissance sociale, à savoir les capitalistes, qui financent les campagnes électorales, qui financent les partis, qui, somme toute, contrôlent la publicité. Alors là, on arrive au deuxième point, contrôle la propagande. Aujourd'hui, la classe bourgeoise se reproduit plus que jadis. Ça a commencé au début du XXe siècle, grâce à la publicité et grâce à la propagande. Avec le développement de nouveaux médias, c'est encore pire. Les soi-disant réseaux sociaux contribuent, sauf exception, on ne va pas parler des gilets jaunes maintenant, sauf exception, les soi-disant réseaux sociaux permettent deux choses, de donner l'illusion aux gens qui tapotent toute leur journée sur leur clavier de tout puissant, et d'autre part, permettent de diffuser des discours d'approbation, des discours de propagande. Communication, il faut traduire. Ça veut dire soit propagande politique, soit publicité commerciale. Les deux se mêlent d'ailleurs. Hein. On ne sait pas aujourd'hui si, quand on dit que, rappelez-vous cette célèbre phrase de Churchill qui disait « la démocratie est le pire des régimes à l'exception de tous les autres hein ». Churchill était bien placé, comme c'était un représentant parfait de la classe dirigeante britannique, impérialiste, pour savoir que ceux qui dirigeaient en Angleterre comme ailleurs, c'était la bourgeoisie anglo-saxonne. Bon. Et aujourd'hui, on en est là. Je veux dire que la première chose, c'est de ne pas se laisser, comme on dit aujourd'hui, enfumer, berner, tromper par, j'utilise des mots nobles, il y en a d'autres plus vulgaires, par le bourrage de crâne publicitaire ou propagandistique. Sinon, on ne peut rien faire, parce que, comme l'avait dit, comme l'ont dit plusieurs, le plus célèbre étant l'auteur de 1984, George Orwell, et puis un autre moins connu, mais presque aussi connu, qui est un linguiste américain qui a mal tourné récemment, mais enfin il a dit des choses intéressantes, Noam Chomsky. La force de la classe dirigeante, c'est de diriger et de dominer le plus souvent possible par le consentement des dominés et non par la coercition, par la force brutale et physique contre les dominés. Donc c'est la force le silence des pantoufles qui finalement va être plus efficace que la force des matraques. Ben oui, les pantoufles, oui, quand on est toute sa journée devant un ordinateur et qu'on imagine faire la révolution alors qu'on est abreuvé de propagande, alors il y a la propagande commerciale et puis il y a les systèmes de valeurs qui vont avec. Et ça nous ramène au woke hein, et à la fameuse cancel culture. Bon, il faut rappeler, je n'ai pas oublié de le faire, c'est la culture de l'annulation. To cancel en anglais veut dire annuler, supprimer. Alors ce qui est gênant, on le supprime. Mais on le supprime parce que soi-disant, ça serait nocif, ça serait réactionnaire, ça serait fasciste. Donc, il faut supprimer tous les héritages culturels qui peuvent conduire à faire réapparaître les divisions en classes, les inégalités. Je prends un exemple. Quand on dit il faut supprimer la statue de Jeanne d'Arc parce que ça renvoie au système médiéval, pourtant les féministes devraient dire Jeanne d'Arc, c'est une héroïne, donc ça prouve bien que les femmes sont les égales des hommes. Mais les partisans de la cancel culture disent non, elle est au service de la royauté, elle était religieuse, c'est dangereux. La cancel culture, c'est l'annulation, la censure de tout ce qui va à l'encontre, justement, des pseudo-identités que l'on forge actuellement sur la base de différenciation individualiste. Mais
dis donc, ça nous amènerait pas sur du passé, faisons table rase. Ah ben, c'est la version du passé, j'allais dire, du passé marxiste, du passé anticapitaliste, faisons table rase. C'est exactement ce qu'ils font. Quand on disait du passé faisons table rase, nos ancêtres, enfin parmi le peuple en révolte, ça voulait dire du passé bourgeois, du passé aristocratique. C'est ça que ça voulait dire. Des valeurs traditionnelles qui justifiaient l'existence de la classe dominante, c'est de ça qu'il fallait faire table rase. Aujourd'hui, on fait la tabula rasa, la table rase, dans les milieux, je le répète, de la petite bourgeoisie intellectuelle surtout, qui influe un peu sur les classes populaires. On parle du gauchisme, là. Oui, alors c'est le gauchisme culturel, oui. Alors le gauchisme culturel, c'est ça. C'est-à-dire, bon, il faut éliminer tout ce qui renvoie justement à une appréhension de la société comme une société capitaliste de classe, où l'inégalité avec un grand I ou les inégalités avec des petits I, fondamentale, c'est celle qui est fondée sur une pratique et une différenciation connue qui s'appelle l'exploitation, à savoir l'extorsion de la plus-value sur la base du travail salarié. Là, c'est le b.a.-ba, je dirais, de la pensée, je ne dis pas marxiste, mais marxienne. Parce que quand on dit marxiste aujourd'hui, on pense tout de suite aux pays dits socialistes, aux partis dits socialistes, qui sont tous des partis de, comme disait d'aucuns, de sociaux-traîtres. Ou de l'impôt injuste, parce que si tu es petit entrepreneur ou tu es petit paysan, tu n'es pas salarié, mais avec ce que te prend l'État, et en échange, tu n'as pas de service public. Oui, aujourd'hui, il ne faut pas oublier, là, je parle des grandes divisions, mais il est bien évident aujourd'hui que la petite production marchande, petits artisans, petits commerçants, petits agriculteurs, je ne parle pas des milliardaires de l'agriculture industrielle, cela, ça va pour eux. Merci. Surtout que c'est archi-mécanisé, puis ceux qui travaillent en général, ils viennent des pays du Sud, comme on dit si bien, ils sont surexploités. Il faut bien dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a une prolétarisation des classes moyennes traditionnelles. On en retrouvait justement un gros pourcentage, vous êtes bien placé pour le savoir, parmi les gilets jaunes. Il y en a qui sont acculés à la misère, purement et simplement. Le gros problème, c'est que leur système de valeurs repose encore sur, on pourrait dire, le culte de l'argent, de la propriété, etc. Parce qu'ils n'ont pas connu autre chose. La propriété collective des moyens de production, c'était un idéal, je dis bien collective, pas étatique. Donc c'est les coopératives de salariés associés, d'accord. C'est les coopératives, par exemple. Bon, alors, on a eu comment dirais-je, on a eu quelques exemples qui n'ont pas duré dans l'histoire des luttes sociales. À commencer, y compris au moment de la Révolution française, il y a eu, les paysans se sont auto-organisés, même des artisans, dans certaines villes, pour aller, comment dirais-je, brûler des châteaux ou aller pendre quelques nobles. C'était la version hard de la lutte des classes. On a eu, alors, en termes d'organisation, on a eu, l'exemple le plus connu, c'est la Commune de Paris. Pendant quelques semaines, on a eu des phénomènes d'auto-organisation des ouvriers, voire même des commerçants, des artisans, dans ce on appellera plus tard, ou on appelait déjà des coopératives. Se sont auto-organisés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu besoin de représentants, de dirigeants, pour leur dire comment fonctionner. Ça n'a pas duré longtemps. Il y a eu les conseils ouvriers durant la révolution spartakiste. Il y a eu ce qu'on appellera les soviets durant la première révolution russe, 1905, et le début de la deuxième révolution, 1917. Tout cela, c'était des phénomènes qui avaient un point commun. Les travailleurs n'étaient pas représentés, ils étaient présents sur la scène historique, directement, sans délégation de pouvoir, à des professionnels de la représentation. Avec le mandat impératif et révocatoire. Alors voilà, exactement, quand ils ont essayé d'institutionnaliser cela, c'était dans le cas de la Commune de Paris, même les anarchistes aussi espagnols,
en Aragon, ça n'a pas duré, hein, ça a duré un an et demi. Le franquisme, enfin la bourgeoisie a fait appel aux moyens violents pour écraser une révolution populaire. Et effectivement, on avait des coopératives agricoles et des coopératives artisanales à Barcelone ou en Aragon. Ça n'a pas duré longtemps non plus. Bon, alors certains évoquent aussi la Hongrie en 1953, la révolution anti-stalinienne. Bon, vous regardez ça de près. Mais les expériences concrètes de ce qu'on appelle l'auto-activité des classes populaires, c'est-à-dire auto-définition des buts et auto-organisation des moyens pour atteindre ces buts, ces expériences-là. Alors, en termes de livres, d'articles, il y a une littérature entière énorme. Mais en termes d'expériences concrètes historiques, il y en a très peu. Simplement, je dirais l'avantage, j'anticipe sur la situation d'aujourd'hui, ce qui peut laisser, je dis peut laisser un espoir, c'est que de moins en moins de gens croient que nous vivons dans une démocratie. Je dirais, effectivement, quand on arrive à des taux d'abstention de 54%, des gens qui ne votent pas, des gens qui votent blanc, des gens qui votent nul, avec des injures sur leur bulletin de vote, hein, en traitant tel candidat d'enculé, excusez-moi pour le terme. En fait, c'est eux qui enculent les autres. Hein. Eh bien, ça laisse penser qu'une partie des classes populaires a pris conscience du caractère totalement fictif et trompeur de ce qu'on appelle démocratie. Contrairement à ce que raconte François Ruffin, qui pense être le futur candidat à la présidentielle dans 4 ans et demi, un peuple, pour exister, n'a pas besoin de représentants. Alors que lui dit, un peuple qui n'est pas représenté n'existe pas. Sous-entendu, sans moi, le peuple n'existe pas. C'est sa gamelle, c'est sa gamelle. Ouais, il faudrait dire que sans eux, Ruffin n'existerait pas. C'est l'inverse. Il serait peut-être à créer la vraie valeur, peut-être à travailler. Président de la République. Voilà. Merci de ton temps, merci de tout ce partage d'informations. Force et honneur, on ne lâche rien. Voilà.